voix de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Le 22 octobre 2021, l'influenceur complotiste d'ultra-droite Rémi Daillet est mis en examen pour terrorisme. La DGSI le soupçonne de fomenter un coup d'État visant à rien de moins qu'à renverser le président Emmanuel Macron. Le but, si j'ai bien compris, est de libérer la France de son élite sataniste pédocriminelle. Le 15 décembre 2022, une pétition pour juger, je cite, de la destitution de l'occupant de l'Élysée est enregistrée sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Ces 65 000 signataires réclament l'application de l'article 68 de la Constitution, en vertu duquel le Parlement se transforme en haute cour pour révoquer le président en raison de manquements à ses devoirs professionnels. Le 22 juin 2023, enfin, un concert est organisé sur le Champ de Mars pour attirer l'attention des gouvernants sur la situation écologique. Le public de ce festival politico-musical en profite alors pour réclamer à corps et à cri la démission du président de la République. Renversement, destitution, démission, voilà trois notions qui appartiennent, malgré leurs différences évidentes, au même concept général de déposition, qui est l'acte par lequel on retire à un chef de l'État sa fonction. Même si elle est simple, cette définition tirée du célèbre vocabulaire juridique de Gérard Cornu soulève plusieurs questions. Qui peut accomplir cet acte hautement subversif qu'est la déposition? De quelle façon le faire? Pour quelles raisons? Sur quel fondement? Alors, certes, j'en conviens, ces questions semblent bien vaines dans la France d'aujourd'hui, mais elles furent bien vivantes, ces questions, dans l'Europe d'hier. Voilà une des leçons que j'ai pu tirer de la lecture de la thèse d'Édouard Martin, intitulée « La déposition du prince dans le droit public de l'Occident médiéval, 11e, 15e siècle ». Bonjour Édouard Martin. Bonjour Paul. Édouard Martin, vous avez soutenu votre thèse le 4 décembre 2021 à l'Université Paris-Sud-Saclay, que nos auditrices et nos auditeurs connaissent grâce au fameux classement de Shanghai. Vous y êtes encore aujourd'hui, à Sceaux, pas à Shanghai, en tant qu'enseignant-chercheur contractuel. Après avoir été étudiant à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, mais aussi à Sciences Po et à Oxford, chez nos amis anglais donc, qui, plusieurs fois, ont réussi à déposer leur souverain, leur couper la tête même à certaines époques, comme vous le montrez dans votre thèse. Votre thèse qui porte sur la déposition, pourquoi? D'où vous est venu ce sujet, cette idée de sujet de thèse? J'étais passionné, Paul, par toutes les questions qui tiennent à la politique médiévale, en général à l'origine de la souveraineté. Et cette question, d'emblée, m'a placé au centre des conflits politiques qui ont conduit à l'émergence des institutions politiques que nous connaissons encore aujourd'hui, et je pense en particulier à l'État. Parce que la déposition, on y reviendra, peut être vue comme l'expression de la souveraineté en un sens. Tout à fait. La déposition, c'est véritablement la prérogative du pouvoir public supérieur d'ôter sa fonction à l'inférieur. Et de ce point de vue, en effet, c'est une sanction qui est la prérogative de celui qui est tout au sommet du pouvoir. Oui, parce que soit c'est le roi, le pape qui va sanctionner, déposer, révoquer des fonctionnaires, des officiers, des commissaires, soit c'est quelqu'un d'autre, on verra qui peut déposer le roi, qui donc n'est peut-être plus souverain alors. Tout à fait. Et ça, vous aviez déjà fait votre sujet de mémoire sur ce sujet ou pas du tout? Non, j'avais effectué un mémoire sur la question des concordats, la question des rapports entre l'Église et l'État pour façonner un accord sur la liberté religieuse et les questions du culte. Et en réalité, la question de la déposition était aussi intrinsèquement liée à la question des rapports entre l'Église et l'État, puisque, et nous aurons l'occasion d'en parler, c'est la théorie pontificale de la déposition qui a façonné l'idée d'un droit de déposition en Occident. Concordats qui, rappelons-le, sont des contrats, des traités internationaux passés entre le Saint-Siège et tel ou tel pays pour régler les relations entre l'Église nationale et l'État, pour la question, par exemple, de la nomination des clercs ou d'autres questions de privilèges relatifs à l'Église. Exactement. Et
Cette notion de déposition, est-ce qu'on peut la rapprocher et la distinguer d'autres notions proches? Je ne sais pas, démission, tyrannicide, destitution, impeachment, que sais-je encore? Tout à fait, Paul. On se situe dans le vocabulaire général de la cessation d'office. Et donc, la déposition est tout à fait à rapprocher d'autres concepts juridiques tels que l'abdication ou encore le tyrannicide. Et en réalité, se pose toujours la question de savoir quel rôle vient jouer la déposition par rapport à ces autres outils de cessation du pouvoir que sont en particulier l'abdication et le tyrannicide. Et en réalité, dans ma thèse, j'ai exploré un certain nombre de cas où la déposition, c'est-à-dire la résignation forcée, contrainte du pouvoir, venait rejoindre une abdication qui elle-même était maquillée, c'est-à-dire que la volonté libre n'était qu'une mascarade. Et puisque officiellement, on peut distinguer l'abdication de la déposition par le caractère volontaire ou pas. Exactement. Le tyrannicide, c'est plutôt le fait de tuer, alors que dans la déposition, on peut simplement dire au revoir, reléguer le roi dans une contrée lointaine. Exactement. Il s'agit en réalité, dans le cadre de la déposition, de signifier la fin d'un pouvoir qui, pour une série de raisons, est devenu insupportable à son peuple, au royaume dans lequel il l'exerçait, et qui oblige à penser une transition politique et juridique. C'est la même chose que l'impeachment, ou il y a une petite différence? Alors l'impeachment, ce qui est passionnant avec cette question, Paul, c'est que on se rend compte que la tradition, comme nous allons le voir, la tradition romano-canonique qui a conduit à l'émergence du droit de déposition, a une influence énorme sur la manière dont les contestataires du pouvoir monarchique en Europe, puis les pères fondateurs de la Constitution américaine ont pensé les limites du pouvoir. Et dans la pensée de l'impeachment, on retrouve des mécanismes intellectuels tout à fait semblables à celui de la déposition, notamment l'accusation de la mauvaise administration du président qui peut conduire à son impeachment. On vient de parler de l'Amérique. Votre thèse n'est pas limitée, je crois, à la France. Vous avez aussi évoqué des exemples étrangers. Oui, tout à fait. En réalité, je n'aurais pas pu me limiter au cas français dans la mesure où c'est ailleurs en Europe que cette question a été la plus brûlante. Je pense bien évidemment au rapport entre l'Église et le Saint-Empire romain germanique. La querelle du sacerdoce et de Tout à fait, qui est un moment fondateur pour façonner les relations entre spirituelles et temporelles en Europe. Et je pense aussi en particulier au cas de l'Angleterre, où la déposition a été un des moyens par lequel le Parlement et un régime limité a pris forme en Angleterre à faveur avant la France. Tout à fait, à la faveur d'une opposition entre la communauté politique et son roi qu'on ne retrouve pas en réalité dans le royaume de France et où la déposition fait presque office de tabou. Ce n'est pas un tabou, par contre, de délimiter chronologiquement votre sujet. Je crois que c'est très large, du 9e au 15e siècle. Pourquoi ces bornes-là? J'ai choisi ces bornes parce qu'elles correspondent à deux points cruciaux de l'histoire de l'Occident latin. D'abord, la crise du règne de Louis le Pieux, qui montre... Un successeur de Charlemagne. Exactement, le successeur et le fils de Charlemagne, qui est pour la première fois confronté à une tentative et à une pensée organisée de déposition de la part des évêques de son royaume. Tout à fait. Et donc ce qui prépare tout ce qui va se passer ensuite autour de la réforme grégorienne, autour de l'existence d'un droit pontifical de déposition. Et puis le XVe siècle, parce que le début de l'époque moderne vient signifier une explosion des thèmes de l'opposition au monarque, du contrat politique, qui va véritablement façonner les contours de l'Europe moderne. Et je m'arrête en réalité juste avant cette période de profusion d'écrits publicistes. Et je montre d'ailleurs que très largement, la période des monarchomaques est préparée intellectuellement par tout ce qui se passe, notamment à la fin du Moyen-Âge. Monarchomaques qui sont, rappelons-le, des théoriciens protestants ou catholiques extrémistes, ligueurs, pendant la guerre de religion, qui ont théorisé la mort du roi en cas d'hérésie, de trahison de la loi divine. Tout à fait. Même si vous commencez au IXe siècle, à Louis le Pieux, comme vous l'avez dit, vous évoquez quand même un peu la période antérieure, la fin de l'Antiquité. Est-ce qu'il n'y a pas eu des événements, justement,
de la fin de l'Antiquité qui ont pu servir d'événements fondateurs, de matrices, de modèles pour les dépositions ultérieures. Tout à fait, Paul, j'en retiendrai trois. Tout d'abord, la pénitence qui est infligée à l'empereur Théodose par saint Ambroise. Empereur de Rome. Tout à fait, par l'évêque de Milan, qui devient un lieu commun de la pénitence royale, de la sanction infligée au roi pendant tout le Haut Moyen-Âge et ensuite pendant le Moyen-Âge central. Il n'avait pas été déposé, mais il avait dû faire mea culpa. Tout à fait, pour la répression violente qu'il avait opérée à Thessalonique. Puis ensuite, deuxième moment, c'est la tradition wisigothique, où on vient penser dans l'Espagne, notamment autour d'un grand-père de l'Église qui est Isidore de Séville, l'idée d'une limitation de la fonction royale qui ne peut pas être exercée contrairement à la vertu du gouvernement. Et puis ensuite, le troisième moment, c'est la déposition de Childéric III. Un roi mérovingien. Tout à fait. Qui est déposé en réalité par son rival Pépin le Bref. Donc un carolingien. Oui. Et un des éléments essentiels qui est fondateur d'une immense tradition de polémique, c'est le rôle qu'aurait joué le pape à cette occasion. A-t-il été moteur et agent de la déposition ou au contraire n'a-t-il fait que consentir à une décision qui était prise à l'intérieur du royaume, et c'est une question qui va être lancinante dans les polémiques ultérieures. Ces épisodes constituent donc des précédents légués à la période que vous avez étudiée, et est-ce qu'il y a aussi des sources juridiques dans le droit romain, dans la loi divine, qui vont servir là aussi de lieu commun pour la période que vous étudiez? Tout à fait. En réalité, mon sujet est très largement lié à la fois au droit romain et au droit canonique, dans la mesure où on pensait déjà à Rome l'idée de la déposition de l'office, mais notamment on pensait la déposition des consuls qui venaient remettre les insignes de leur pouvoir au Sénat. Donc des magistrats à l'époque de la République. Tout à fait. Et s'imposait l'idée, en réalité même sous le Principat, après la venue au pouvoir d'Auguste, que l'armée et le Sénat faisaient l'empereur et qu'il donc conservait un certain pouvoir de le corriger, ce qui est évident quand on prend par exemple les écrits de Suétone sur la fin du pouvoir de Néron. On parlait des sources juridiques. Quelles sont justement les catégories, les types de sources juridiques que vous avez utilisées pour construire votre propos? Elles ont été de multiples provenances dans la mesure où ce sujet, en réalité, est saisi par des instruments juridiques différents. Alors, bien évidemment, les sources de la loi royale, de la loi épiscopale, les procédures judiciaires menées contre les rois, mais aussi les éléments de la doctrine canonique, de la doctrine romaine, qui en réalité servent à mettre en perspective les éléments des sanctions, et puis la manière dont les acteurs politiques eux-mêmes se représentent leur position politique. Donc la doctrine va à la fois justifier ou critiquer telle ou telle déposition, toujours avoir en tête que ça peut arriver, que c'est une réalité, et en même temps prendre de la hauteur, prendre du recul, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Il y a les sources, mais il y a aussi l'historiographie. Quels sont les quelques grands historiens des lettres ou du droit que vous avez utilisés pour commencer, pour les dépasser et pour les confronter aux sources? Est-ce que vous auriez 2-3 noms à donner à nos auditeurs et auditrices? Alors, je ne peux pas commencer à évoquer un nom sans faire honneur à Ernst Kantorowicz, l'auteur fameux des 2 corps du roi, qui en réalité a exploré avec maestria cette question de la position juridique et symbolique du pouvoir, donc avec cette idée qu'au-dessus du corps privé du roi se situe un corps public, un ensemble corporatif auquel le roi doit rendre compte et qui donc lui donne à la fois une certaine solennité, mais peut aussi s'avérer comme l'instrument de sa limite. Et d'autres ouvrages brillants ont été écrits sur la question, même s'ils ne sont pas légion. Je pense notamment à un ouvrage qui court de la déposition de Childéric jusqu'à la fin du Moyen-Âge, qui est consacré à la question particulière sur laquelle on reviendra du roi inutile. C'est un livre de l'historien américain Edward Peters qui s'intitule donc Rex Inutilis. Et par rapport à eux alors, par rapport à ces grands noms et à d'autres que vous avez étudiés dans telle ou telle partie de votre thèse, comment vous situez-vous? Quel est l'apport de votre propre travail? Mon travail a consisté à mettre en perspective l'évolution de la déposition tout au long des siècles et montrer que, en réalité, tout le façonnement
des instruments juridiques de la déposition provenaient d'une volonté de maîtrise de la sainteté, sainteté qui est essentielle dans la souveraineté et dans la position qu'obtient un acteur politique de premier plan pour sanctionner tous les inférieurs. Et dans ce processus jouent en premier plan les éléments de droit romain, de droit canonique et de théologie politique. Donc, si j'ai bien compris, dans la légitimité qu'il faut pour oser déposer quelqu'un comme un roi, qui a comme une armée à sa disposition, une longévité, des impôts, etc., il faut être plus pur, plus saint que lui. C'est pas plus intelligent, plus beau, évidemment, plus diplômé, plus riche. Hein, c'est je suis plus saint, plus proche de Dieu, qui est à l'origine de tous les pouvoirs, en fait. Tout à fait. Voilà donc votre thèse qui se décline en trois parties thématico-chronologiques. En premier lieu, vous présentez les origines et le développement du droit pontifical de déposer les princes, un droit qui se cristallise au moment de la réforme grégorienne et qui va s'épanouir en gros au XIIIe siècle. En deuxième lieu, vous vous concentrez sur les réactions des princes à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. Et comme on peut l'imaginer, ceux-ci ont résisté aux tentatives de déposition faites par les papes et ont même essayé eux-mêmes de déposer les papes. Et puis en troisième lieu, dans une troisième partie, vous vous déplacez vers un troisième acteur qui a été longtemps instrumentalisé par les papes et les princes, mais qui a fini par s'autonomiser, par prendre conscience de sa force. Ce troisième acteur, c'est officiellement le peuple au nom duquel, dans les faits, les élites ecclésiastiques et ou nobiliaires vont, dans certaines circonstances, prétendre déposer leur prince. Voilà donc les trois volets de votre thèse que nous allons successivement étudier dans la seconde partie des lois de l'histoire. Commençons par l'affirmation du pouvoir pontifical, entre les mains du pape, de déposer le prince. Vous l'avez dit tout à l'heure, avant d'être pontificale, cette déposition était épiscopale. Elle appartenait aux évêques. Alors pourquoi les évêques, notamment contre Louis le Pieux, pourquoi ont-ils exercé ce pouvoir et comment ont-ils fait ? Il y a un mot central dans lequel est contenue la réponse, c'est « réformatio ». La réforme morale du peuple chrétien est confiée à partir du moment où il y a une christianisation forte du peuple franc, à la fois aux évêques et aux rois. Mais il y a une forme de concurrence, en réalité, pour savoir quel pouvoir dispose de la responsabilité première vis-à-vis de Dieu pour assurer cette réforme. Et justement, c'est sous le règne de Louis le Pieux que cette concurrence est la plus vive, et notamment le parti épiscopal veut s'assurer une certaine maîtrise de ce processus de la réformation, y compris contre les péchés du roi. Vous avez parlé d'un parti épiscopal comme si les évêques avaient une doctrine, un programme politique, une solidarité entre eux ? Alors en réalité, les évêques sont divisés, puisqu'une partie soutient Louis le Pieux, mais une autre partie est en réalité attachée à une certaine forme de tradition de supériorité royale qui réforme en commun avec les évêques et qui, en réalité, a une position surplombante, ce qui était le cas de Charlemagne lors de son règne. Mais à la faveur de l'opposition des fils de Louis le Pieux contre la division du royaume, ce parti épiscopal va réussir à mettre en œuvre véritablement son programme d'application d'une volonté pénitentielle à la royauté, qui est un moyen de lui ôter le pouvoir. Oui, parce que, pour rappeler à nos auditeurs, il n'y avait pas de loi de succession très précise du royaume, de l'Empire, et il n'y avait pas de concentration du royaume entre les mains d'un seul successeur. Il se divisait entre tous les fils qui n'étaient jamais contents des parts qu'ils avaient, et les évêques en profitaient en fait pour à la fois être avec les uns contre les autres, corriger l'empereur qui n'aurait pas dû justement diviser autant, etc. Et le pape alors ? Le pape va succéder aux évêques victorieusement. À partir de quand et pourquoi ce pape a remplacé les évêques, qui n'était que le premier des évêques au début, l'évêque de Rome ? Pourquoi et quand a-t-il remplacé les autres évêques ? Alors déjà, justement, à partir de l'époque carolingienne, on voit déjà que la papauté est un acteur de ce conflit, et notamment parce que les papes du milieu du IXe siècle
ont la volonté de jouer un rôle central dans les affaires du royaume franc. Et on le voit très bien avec les lettres qu'envoie le pape Adrien II à Charles le Chauve. Simplement, à cette époque-là, la papauté n'est pas encore dans une position de supériorité telle qu'elle puisse remplacer l'épiscopat franc dans son rôle d'arbitre et de conseiller de la royauté. Et c'est notamment ainsi que s'opposent Hincmar de Reims et le pape autour de la position royale de Charles le Chauve. Mais lorsqu'on se situe 2 siècles plus tard, lors de la réforme grégorienne, la situation est complètement différente. Réforme donc entreprise, ou en tout cas rattachée historiographiquement au pape Grégoire VII, qui a fait du pape le chef de l'Église, peut-être aussi dans son rêve le chef des États, un pape capable de monopoliser la loi, de monopoliser la justice, bref, le pape qu'on connaît aujourd'hui presque. Cette réforme grégorienne, c'est quelle époque à peu près ? Alors, justement, c'est ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'au fond, Grégoire VII a donné son nom à la réforme. Il y a d'ailleurs de sérieux conflits conceptuels autour même de cette idée d'une réforme grégorienne. Ce qu'il faut dire, c'est que on est face à un processus général de purification de l'Église, notamment de l'influence des structures mondaines, des structures séculières, sur la discipline ecclésiastique. Et ce qui est propre à l'action de Grégoire VII, qui devient pape en 1074, c'est cette volonté d'entreprendre un programme de réforme qui mette au pas les souverains séculiers qui s'y opposeraient. Et c'est là où la différence spécifique de Grégoire VII se fait sentir, dans la mesure où, à la liberté de l'Église, il ajoute une dimension spécifique de mise au pas des souverains temporels qui s'opposeraient au plan de Dieu. Oui, parce qu'en fait, officiellement, tout le monde est chrétien depuis le IVe siècle, avec les conversions de Constantin, puis après avec l'empereur Théodose. Mais quel type de christianisme ? C'est un christianisme de façade, en fait, pour la plupart des populations. L'Église a plein de richesses en raison de dons, ça attire la noblesse, ça attire les princes, et avec eux, tous leurs vices, en fait. Ils ne sont pas chastes, ils sont belliqueux, ils ne connaissent rien à la Bible. Et en fait, il y a à côté de ça d'autres croyants plus sincères, des moines notamment, qui, eux, on a l'impression que l'Église est en train d'être une coquille vide. Oui. Et c'est ça que vous appelez la purification, la sanctification. Il faut nettoyer l'Église et en gros remettre de l'ordre moral là-dedans. Tout à fait, et vous faites très bien de faire référence aux structures religieuses, et notamment au monachisme, dans la mesure où c'est le désir des moines, notamment les moines de Cluny, d'échapper à l'emprise du siècle, et parfois à celle d'évêques qui étaient eux-mêmes compromis avec le siècle, qui a conduit au souhait, au désir, et aussi à l'écriture canonique, soutenant l'idée d'une papauté forte qui, au nom de la succession pétrinienne, pouvait entreprendre la réforme de l'Église. La succession de Saint-Pierre, c'est ça, pétrinienne. Alors quels étaient les arguments du pape ? Puisque ce pape, donc, à partir de la réforme grégorienne, en gros, veut monopoliser la déposition des princes, de quel droit, en vertu de quelle source ose-t-il faire cela ? J'ai évoqué les textes canoniques. En réalité, ils sont centraux. Déjà, à l'époque de Louis le Pieux, une littérature extrêmement importante dans l'histoire de l'Occident, celle des faux isidoriens, avait développé de manière considérable l'idée de l'immunité de juridiction du clergé. C'est une sorte de code composé de faux textes qui étaient censés asseoir l'autorité du pape, c'est ça ? Tout à fait, en partie faux, en partie interpolés avec des lettres elles-mêmes tout à fait authentiques de papes des premiers siècles. Mais mélangées. Et qui sont transmis dans un continuum et qui va ensuite donner un certain nombre d'outils juridiques, notamment aux réformateurs grégoriens, pour penser la supériorité du siège de Pierre, de l'évêque de Rome, à la fois sur les autres églises, notamment l'église de Constantinople. N'oubliez pas que c'est aussi l'époque du schisme avec Constantinople, et sur les souverains temporels, notamment en gommant un peu cette tradition de supériorité conjointe du trône et de l'autel, qui était un peu le fait du premier millénaire, et en mettant en avant le fait que le pouvoir ultime de procurer le salut revient au clergé et en premier lieu à l'évêque de Rome, et il doit le faire respecter contre les souverains qui tomberaient dans le péché. En tant que représentant de Saint-Pierre, en tant qu'homme le plus pur, en tant qu'homme qui n'a pas eu son royaume par le hasard de l'année génétique ou par les armes, mais par une élection ou par un choix divin,
c'est cela? Tout à fait. Et qui, en réalité, comme le fait bien voir Grégoire VII dans la fameuse lettre à Hermann de Metz, qui est la justification théorique et théologique de la déposition de l'empereur Henri IV en 1076. Henri IV, oui, l'empereur d'Allemagne. L'empereur, exactement, le roi de Germanie, Henri IV, qui est déposé, et il dit clairement dans la lettre à Hermann de Metz que le pouvoir des clercs est grand parce qu'ils sont plus proches de Dieu. Ils ont fait la renonciation au siècle. Et ils ont réussi à se rapprocher de la part spirituelle qui est en eux. Ils doivent donc dominer ceux qui n'ont pas opéré cette renonciation. Et cette idée de la sainteté supérieure du clergé est absolument essentielle. Et c'est ceux qui arrivent le mieux à se gouverner leurs appétits sexuels, en théorie, etc., qui doivent gouverner les autres. Et pour nos auditeurs, notamment les plus jeunes, ça me fait penser à plusieurs épisodes de la série Game of Thrones, où il y a, au sein de la capitale, au bout d'un moment, dans je ne sais plus quelle saison, une espèce de parti dirigé par un homme d'une grande famille, mais qui se fait passer pour quelqu'un de très pauvre, et qui a le peuple, les classes populaires avec lui, au nom de la pureté, contre les élites, notamment les Targaryens, je crois, ou je ne sais plus lesquels, corrompus, ou Lannister, pardon. C'est un peu cette idée-là, quoi. C'est l'Église qui se veut plus pure, et donc qui, à ce titre-là, peut juger les rois. Tout à fait. Il y a d'ailleurs plein d'épisodes médiévaux dans lesquels George Martin a pu puiser, en effet, ce moment assez fascinant de la série. Et quelles sont les fautes, alors? Quels sont les types de crimes qu'un roi peut commettre et qui peuvent justifier une déposition? Alors, le crime principal qui est reproché au roi Henri IV, c'est d'être en réalité tout à fait irrespectueux du domaine réservé de l'Église et notamment de l'investiture épiscopale. Et là, il veut participer à la nomination des évêques, et ça ne plaît pas au pape. Tout à fait. Et Grégoire VII a été essentiel dans la tradition intellectuelle de la déposition parce que il donne, selon les cadres qui existaient déjà au premier millénaire, les deux raisons principales sur lesquelles s'appuie la déposition. La criminalité du roi ou son inutilité. Inutilitas et criminalitas. Parce que on va à la fois accuser celui qui commet des fautes graves, qui donc nuit à l'intégrité de son acte, et aussi celui qui est inutile, qui est donc incapable de défendre son royaume. Et ça, c'est la tradition qui remontait à la déposition de Childéric III. Les rois paresseux. Tout à fait. Et de manière très intéressante, la doctrine canonique, c'est-à-dire tous les juristes du XIIe siècle qui vont largement amplifier cette tradition de la déposition, font souvent un lien entre l'inutilité et la criminalité, dans le sens où c'est aussi par ses vices, par sa torpeur, par notamment une libido effrénée, qu'un roi devient inutile, est incapable de défendre son royaume, et puis peut se venger en étant tout à fait injuste et arbitraire avec ses sujets. Et au fond, il n'y a pas du tout de séparation des vices privés et publics, comme on le ferait aujourd'hui dans le libéralisme. Le fait d'avoir des maîtresses, le fait de s'acheter des soieries, c'est aussi grave presque que de devenir hérétique, que de perdre une guerre. Tout est mélangé, en fait, dans les fautes et crimes. Dans la littérature papale ou épiscopale de réprobation ou de correction des princes, les deux éléments sont en effet totalement liés. Sans une vie morale pure, on perd d'une certaine manière la capacité à bien régner. C'est une évidence. Et face à ces crimes alors, ou à ces inactions, ces négligences, quelles mesures concrètes le pape prend? Comment est-ce qu'il dépose concrètement? Eh bien, Grégoire VII est en réalité une véritable... propose une jurisprudence et qui est une première dans la mesure où il agit par l'intermédiaire de l'excommunication, de la mise au ban l'exclusion du souverain et de la dissolution des liens de fidélité, puisqu'il est impossible d'obéir à un souverain qui n'est plus dans l'Église sans mettre gravement en péril son âme. Donc on l'exclut d'abord de la communauté des chrétiens, oui. Et de là, les sujets n'ont pas le droit de se salir les mains en lui obéissant, il risquerait d'être corrompu par son vice. Mais cela ne suffit peut-être pas. Est-ce qu'il n'y a pas ensuite un passage à la force? Alors il y a une assez grande indétermination justement. Est-ce que l'excommunication
est définitive? Est-ce qu'elle entraîne nécessairement la déposition? En réalité, la question n'est pas théoriquement réglée à l'époque de Grégoire VII, et les canonistes, ensuite, vont essayer de la résoudre, et certains des plus modérés d'entre eux, et je pense notamment à Uguccio de Pise, qui est un des plus grands canonistes du XIIe siècle, qui disait qu'on ne pouvait pas, sans danger, mêler absolument l'excommunication et la déposition. Parce que il fallait que le souverain puisse conserver la tête de son royaume s'il venait à récipicence, s'il venait à contrition. Et donc l'excommunication pourrait être levée et il pourrait retrouver les rênes de son pouvoir. Une sorte de sanction provisoire en attendant un rappel à la loi. Exactement. Mais si jamais ça ne suffit pas, il me semble que le pape n'a pas d'armée, donc il envoie qui alors pour retirer du trône le coupable? Eh bien, ce sont les princes qui sont étrangers. Les princes du royaume, c'est-à-dire ceux qui sont juste en dessous du roi, qui sont véritablement les exécutants de la sentence pontificale. Et vous l'avez dit, Paul, l'Église ne verse pas le sang. C'est un des principes les plus forts du droit canonique, et donc il faut qu'un bras armé fasse justice du mauvais roi. Comme Philippe Auguste, je crois, avait dû le faire. Là, c'est un étranger en l'espèce, avec Jean Santerre. Tout à fait. Et sinon, en France, il faut faire appel effectivement à des grands, à des comtes, à des barons, à des ducs, qui vont prendre le parti du pape contre leur roi, en espérant peut-être placer un des leurs à la place du trône. On ne sait jamais. Et puis, dans le cas de l'Empire germanique, il y a aussi l'appel à des princes locaux, comme Rodolphe de Souabe contre Henri IV. Et ces différentes sanctions prises par le pape, donc imaginons excommunication, on délie les sujets de leurs liens, on envoie un roi étranger combattre ou des princes. Est-ce que ça arrive de manière assez improvisée, factuelle, ou est-ce qu'il y a une procédure juridique, une sorte de procès avec un cadre, avec des droits de la défense, ou comment ça se passe juridiquement? Alors votre question est très centrale, Paul, dans la mesure où, dans un premier temps, ce qui obsède la doctrine canonique et la papauté, ce n'est pas tellement la question du comment, mais la question de la légitimité intrinsèque du processus. Est-ce que j'ai le droit de déposer le roi? Et ce qui montre un certain doute. Pourquoi? Parce qu'il y a cette tradition de dualité, pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Or, si le pouvoir spirituel s'autorise à prendre l'office du pouvoir temporel, y a-t-il encore cette dualité? Et donc, les canonistes, notamment du XIIe siècle, sont véritablement en peine de montrer comment, même si la sanction de déposition leur paraît essentielle pour assurer l'ordre de la chrétienté, ils sont embarrassés. Exactement, parce qu'il faut tout de même qu'on respecte l'autonomie du temporel. Et Uguccio le reconnaît bien volontiers. Il y eut des empereurs avant qu'il y eut des papes. Le temporel, d'une certaine manière, précède le spirituel, et donc il y a un véritable souci de mettre en réalité certaines bornes. Tournons-nous maintenant vers les cibles, c'est-à-dire les princes. Comment ont-ils réagi? Évidemment, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, c'est ce que vous montrez dans la deuxième partie de votre thèse. Ils ont toujours résisté, en pratique en faisant feu de tout bois, en allant même jusqu'aux gifles. On pense à Guillaume d'Augaret, je crois, qui avait giflé le pape, qui aurait, dans la légende, giflé le pape. En théorie, néanmoins, on peut distinguer deux attitudes. En gros, une attitude défensive, où on va seulement refuser l'exercice du pouvoir pontifical, de manière absolue ou en l'espèce. Et puis une sorte de contre-offensive, où le prince va répondre à la bergère en faisant la même chose. Vous me déposez, je vous dépose moi aussi. Je vous propose d'étudier ces deux éléments séparément, successivement, même si dans les faits, ils ont pu s'en mêler. Commençons donc par la réaction défensive. Concrètement, se défendre pour un prince, un roi, ça veut dire refuser d'obéir au pape. Il m'excommunie, il me dépose, mais c'est pas grave, je reste ici. Qu'il vienne me chercher, comme m'avait dit quelqu'un. Mais ça ne suffit pas, et le prince ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il doit d'abord essayer de trouver un argumentaire pour légitimer son refus, délégitimer le pape, montrer qu'il est dans son bon droit et que le pape a tort. Quels sont ses arguments ? C'est tout à fait le processus que vous décrivez. En réalité, les empereurs et les rois
se rendent de plus en plus compte, notamment tout au long du XIIe siècle et du XIIIe siècle, quand les arguments de la légitimité papale se sont cristallisés, que le pouvoir du pape en raison du péché pourrait menacer à tout moment leur trône. Et celui qui l'a particulièrement bien compris, c'est l'empereur Frédéric II. L'empereur Frédéric II fait face à une papauté qui est convaincue de sa légitimité processuelle de le déposer. Et c'est d'ailleurs ce que fait le pape Innocent IV lors du concile de Lyon en 1245, lors du concile qui va déposer l'empereur. Et Frédéric II monte en face toute une rhétorique de délégitimation proprement juridique du juge inique qui est juge dans sa propre cause, peut-être, le pape? Tout à fait. Puisqu'il est juge et parti. Il est adversaire et en même temps juge. Exactement. Et il en appelle d'abord à lui dans le cadre des structures internes de l'Église, notamment aux cardinaux, notamment à un futur concile général. Et c'est une structure juridique qui était bien connue dans la littérature processuelle de l'époque, l'appel contre les injustices. Cette procédure est suivie, mais aussi toute une technique de délégitimation par l'appel au roi d'Europe. Regardez, aucun d'entre vous n'échappera à la sanction parce que Innocent IV s'est réservé le droit de pouvoir châtier les rois autant qu'il le veut. Et de fait, les événements contemporains de sa propre déposition le montrent. Quelques jours après avoir déposé Frédéric II, Innocent IV dépose aussi le roi du Portugal, qui se voit affublé d'un coadjuteur, donc avec une sanction un petit peu moins forte que celle de Frédéric II. Une sorte de conseiller qui va le surveiller en même temps. Exactement, parce que c'était surtout son inutilité qui était reprochée. Une sorte d'international des rois contre les papes se met en place. Ces rois donc, qui vont argumenter, qui vont prévoir de diviser l'Église, faire jouer les cardinaux contre le pape, de même que le pape joue les princes et les grands contre le roi. Et puis politiquement, ils vont prendre des mesures. Est-ce qu'ils vont entrer en guerre contre le pape? Est-ce qu'ils vont lui couper les impôts? Que font-ils là plutôt politiquement pour résister? Eh bien, c'est exactement ce processus que vous décrivez. Le mot de guerre n'est pas trop fort, il me semble, dans la mesure où la lutte entre les Hohenstaufen, la dynastie de Frédéric II, et la papauté prend un visage de guerre symbolique et pratique, dans la mesure où la décision de la papauté a fait naître des anti-rois en Allemagne qui font la guerre à Frédéric II, et puis les Staufen font naître des dynasties alliées en Europe qui s'opposent au pape, que les papes déposent. Je pense en particulier à la dynastie d'Aragon. Et le style des arguments de ces dynasties amies des Hohenstaufen est un style qui rejoint celui de Frédéric II, qui accuse le manque de sainteté des papes, leur compromission dans les intérêts du siècle, leur compromission avec les intérêts de l'argent, leur centralisation financière qui n'a plus rien de spirituel. Une sorte de pape Borgia avant l'heure, en fait. Et alors cette riposte laïque, je vous emploie cette expression-là, contre le pape, de la part de Frédéric II et d'autres, est-ce qu'elle a un fondement juridique, notamment en droit canonique, donc le propre droit de l'Église, ou est-ce que c'est illégal, est-ce que c'est une invention? Parce que le pape, lui, pouvait s'appuyer sur la Bible en argumentant un peu. Et le droit romain. Et sur le droit romain. Et les rois, eux, est-ce qu'ils ont un fondement juridique, notamment dans le droit canonique? Tout à fait, Paul. C'est une arme centrale dans la polémique qui provient, là encore, des canonistes, qui sont un laboratoire extraordinaire de pensée juridique et politique, puisque sur le fondement d'une distinction du décret de Gratien, une des bases du code de droit canonique ancien. On pensait la possibilité de juger le pape s'il tombait dans l'hérésie. Mais on avait dit ça comme ça, en quelque sorte, en Exactement, parce que le principe était celui de l'immunité. Sauf
s'il dévie de la foi. Et cette petite incise de Gratien est à l'origine d'une tradition de commentaires canoniques très intéressante. Mais comment juger le plus grand? Comment l'Église, qui est inférieure à lui, va pouvoir le juger? Et là, certaines idées, déjà dès l'époque des canonistes, étaient très audacieuses en disant que l'universalité de l'Église pouvait, dans certaines conditions, avoir un pouvoir supérieur. Concrètement, forme de démocratisation, l'idée que tous les cardinaux, ou tous les évêques, ou tous les deux, ou avec les abbés peut-être, que sais-je, sont plus importants que le pape tout seul. Tout à fait. Et peuvent le juger. Mais par contre, les princes, eux, n'ont jamais en pratique essayé de déposer un pape via leur propre conseil, via leur roi, via leur parlement. Ils ont toujours fait appel à des évêques, à des cardinaux. Cela me conduit à évoquer le cas de Philippe le Bel. Parce que, bien évidemment, Philippe le Bel ne revendique pas la légitimité de son conseil royal directement pour déposer le pape, mais il fait appel à l'idée que la dynastie française est particulièrement choyée de Dieu, qu'elle a une place particulière dans l'Église universelle, et que donc un pape comme Boniface VIII, qui s'oppose à l'intégrité du royaume de France, ne peut être qu'un hérétique. C'est un des points centraux de son argumentation, qui est ensuite corroborée par une image extrêmement noire et perverse qui est répandue du pape Boniface VIII. Les rois ont ainsi réussi à se libérer lentement mais efficacement de la tutelle du pape, tout en restant soumis à une autre menace. Dès le Moyen-Âge, même si elle s'amplifiera ensuite sous l'Ancien Régime, c'est la déposition par le peuple qui fait l'objet de la troisième partie de votre thèse. J'ai présenté ça comme s'il s'agissait d'une évidence, comme si cette déposition populaire était nécessairement différente de la déposition pontificale. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on peut comparer, point commun, différence entre déposition d'un prince par le pape et déposition d'un prince par le peuple? Les deux sont en réalité intimement liés, Paul, dans la mesure où les arguments centraux de la sanction des souverains sont repris au thème de la déposition pontificale. L'inutilité et la criminalité. Et on retrouve en réalité cette veine dans toutes ce que j'ai appelé dans ma thèse les dépositions populaires, c'est-à-dire les dépositions entreprises par les communautés du royaume, c'est-à-dire principalement par les évêques et les grands, puisque le peuple lui-même, dans un sens démocratique, n'est pas véritablement convié à la décision. En revanche, on utilise la figure de toute l'universalité du peuple pour renforcer la décision. Et il faut bien voir aussi que si le prestige de la position pontificale vis-à-vis du temporel diminue peu à peu au cours du Moyen-Âge, notamment après le fameux attentat d'Anagni que vous avez évoqué, la gifle, la position et l'influence du pape restent malgré tout un élément essentiel jusqu'à l'époque moderne pour délégitimer un roi. Simplement, désormais, se conjugue avec l'arbitrage pontifical, un arbitrage proprement communautaire et qui en réalité n'avait jamais véritablement cessé d'être. Et pour rester sur les différences éventuelles, on a dit que la déposition par le pape était inscrite dans le droit canonique, c'est juridique, c'est pas une folie de tel ou tel pape. Est-ce que la déposition populaire aussi, dans tel ou tel pays, pas seulement en France, est-ce qu'elle a été institutionnalisée? Est-ce qu'il y a des textes, est-ce qu'il y a des coutumes qui prévoient le droit pour le peuple de déposer le prince? C'est tout à fait en lien avec ce que nous disions tout à l'heure, notamment cette idée que les princes sont les agents de la décision papale. Donc vous aviez déjà dans la doctrine canonique l'idée que la force d'exécution vont être les princes. Et finalement, il ne fallait pas beaucoup d'imagination pour penser que cette force allait s'autonomiser et agir en son nom propre. D'autant que beaucoup rappelaient que, selon les textes de droit romain, eh bien, c'est le peuple qui avait, dans un premier temps, donné son pouvoir à l'empereur. Et cette veine du droit romain et la philosophie d'Aristote vont conduire à légitimer l'idée d'un pouvoir autonome du peuple pour sanctionner le prince. Mais en dehors du droit romain,
ancien, même s'il était vivant encore à l'époque, est-ce qu'il n'y a pas eu des pays qui ont, pas forcément en France, peut-être en Scandinavie, qui ont institutionnalisé ce droit de déposition? Tout à fait. Je pense en particulier au cas de l'Aragon. Tout d'abord parce que c'est un exemple fameux où, pendant une 60aine d'années, le roi se soumet lui-même à un privilège accordé à ses barons qui leur donne le droit de le déposer si celui-ci contrevient aux règles qu'il a posées, notamment aux concessions de liberté, les fueros, qui ont été accordées. D'une certaine manière, la royauté aragonaise posait au-dessus de sa tête une épée de Damoclès permanente. Et l'autre exemple que j'évoquerai, c'est celui de la bulle d'or dans le Saint-Empire romain germanique, dans la mesure où les princes électeurs avaient un grand pouvoir sur l'élection de l'empereur, et ils ont pu l'utiliser pour le déposer. Et en France alors, que se passe-t-il? Est-ce que la France passe totalement sous les radars ou est-ce que là aussi le roi a pu avoir un petit peu d'épée de Damoclès au-dessus de lui? Le roi de France jouit peut-être d'un avantage symbolique, notamment sur ses voisins anglais ou aragonais, qui est celui d'avoir réussi à façonner une religion royale qui est d'une efficacité formidable, avec tout l'héritage de la Sainte-Ampoule, l'héritage du sacre. Qui soigne les maladies. Tout à fait. Qui est une défense remarquable contre toute atteinte frontale à sa légitimité. Ce qui fait que lorsqu'on pense à accuser le mauvais gouvernement du roi, on s'en prend davantage à ses proches conseillers, comme Louis d'Orléans, le duc d'Orléans, qui est sauvagement assassiné par le duc de Bourgogne. Et même le roi Charles VI fou ne fait pas l'objet d'attaques frontales, alors que la doctrine canonique avait un outillage contre le roi inutile. Mais là, c'est effectivement l'élu de Dieu qui a des pouvoirs magiques, thaumaturgiques, on disait à l'époque, qui fait qu'on ne peut pas y toucher quand même trop facilement. Néanmoins, il y a quand même eu, me semble-t-il, des rois ou des reines potentielles déposées en France. Je pense à Charles VII, fils de Charles VI, le dauphin de Jeanne d'Arc, qui a été exhérédé, déshérité dans le traité de Troyes par son père Charles VI. Je pense aussi aux femmes qui ont été exclus. L'année va bientôt reprendre, là, nos étudiants de première année vont manger de la loi salique. Les femmes ont été exclues du trône, donc elles ont été en quelque sorte déposées après la mort de Philippe le Bel. A priori, ce ne sont pas des dépositions ou ce sont des dépositions selon vous? On ne peut pas parler formellement de déposition dans la mesure où il s'agit surtout de conflits politiques antérieurs à l'accession au trône. Il n'empêche qu'on retrouve des mécanismes juridiques et symboliques relativement similaires à ceux de la déposition, et notamment le fait que, un argument extrêmement surprenant, pour faciliter l'accès au trône de Philippe V le Long, on dit qu'il est plus proche du roi saint par excellence de la dynastie qui est Saint-Louis, à 2 générations, alors que la petite Jeanne de Navarre n'est qu'à 3 générations. Donc cette influence des arguments de la sainteté dynastique, déjà amplement utilisée par Philippe le Bel, est tout à fait frappante. Et au-delà de ces exemples plus ou moins aboutis en France ou à l'étranger de rois déposés par le peuple, est-ce qu'il y a une théorisation, est-ce qu'il y a des grands auteurs, une sorte de pré-démocrates, de Rousseau de l'époque, qui auraient justifié, théorisé, comme l'avaient fait les canonistes, qui ont théorisé ici la déposition du prince par le peuple? Est-ce qu'il y a des grands noms? Je pense en premier lieu à Guillaume d'Occam, parce que ce franciscain, qui était farouchement opposé à la papauté, s'opposait à toute idée d'une déposition pontificale, mais validait l'idée du droit populaire de déposition. Et donc, il disait, le Childéric III a bien été déposé par le peuple du royaume franc, mais pas par le pape. Et on peut très bien imaginer qu'un roi qui est inutile ou criminel fasse l'objet d'une sanction de déposition, et notamment, c'était le cas d'un roi qui lui est contemporain, le roi d'Angleterre, Édouard II. Il pouvait tout à fait légitimement être déposé, ce qui fut le cas en 1327, par la communauté du royaume. Donc il y a donc des théoriciens, un autre avec un nom difficilement prononçable, Eiximenis. Francesc Eiximenis, qui est donc un théoricien franciscain lui aussi, importance de la veine franciscaine, qui est catalan,
ce théoricien catalan qui est un des plus forts théoriciens du pactisme. C'est-à-dire cette idée que l'attribution du pouvoir au monarque résulte d'un pacte entre le peuple. Et cette idée du contrat est très forte. Donc il utilise la lex regia, ce fameux texte de droit romain auquel nous faisions référence. Qui aurait attribué le pouvoir... Le pouvoir de l'empereur venait du peuple. Et il utilise cette idée du pactisme avec l'idée d'une révocation possible du roi qui utilise son pouvoir contre l'intérêt du peuple. Du peuple ou des élites, puisque en pratique, derrière ce mot peuple, ce sont plutôt, comme vous l'avez dit, les nobles ou les clercs de haut rang qui interviennent. Il me semble aussi que le roi lui-même intervient. J'ai cru comprendre que on n'osait pas non plus directement faire tomber le roi, mais qu'on attendait qu'il démissionne. Il n'y a pas une histoire comme cela qui est arrivée ? Il est beaucoup plus judicieux de la part des révoltés, de ceux qui sont engagés dans une entreprise de lutte contre la couronne, de faire participer le roi à sa propre déposition. Et notamment dans le cas du roi Richard II d'Angleterre, parce que il y a quand même cette idée que le roi a été sacré, au moins est couronné, qu'on lui a prêté serment. Alors certes, lui aussi a prêté serment de bien se comporter vis-à-vis de son peuple. Et c'est bien parce qu'il ne l'a pas fait qu'on va le sanctionner. Mais on préfère quand même qu'il se fasse l'artisan de sa propre chute. On préfère le suicide au meurtre, quoi, en quelque sorte. Pour conclure, et revenir à une des réflexions que nous avions au début, est-ce qu'on peut voir derrière ces pratiques et ces théorisations de la déposition du peuple, par le peuple, est-ce qu'on peut voir une reconnaissance implicite de la souveraineté ? En d'autres termes, est-ce que, en donnant au peuple ce pouvoir de déposition, on lui donne, bien avant l'âge des révolutions américaines et françaises du XVIIIe, est-ce qu'on lui donne déjà la souveraineté ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Alors, c'est tout à fait un des enseignements que j'ai tiré de ma thèse, c'est cette idée qu'il y a une très forte plasticité des arguments de souveraineté. Et en réalité, elle peut être attribuée à un acteur comme le pape, puis à un acteur comme l'empereur ou à un acteur comme le peuple. Dans la mesure où ce qui importe, surtout dans la mentalité médiévale, c'est que les mauvais comportements des dirigeants soient sanctionnés. Et que donc on en revienne à une justice objective. Et de ce point de vue-là, on voit bien, sous l'effet de la pensée juridique et de la pensée théologique, à la fin du Moyen-Âge, l'idée d'un arbitrage populaire est extrêmement bien ancrée, à la fois dans la conscience politique et dans la doctrine. Qui dépose le dernier mot, qui a le dernier mot est souverain, en quelque sorte. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Édouard Martin, d'avoir répondu à toutes mes questions et de nous avoir donné un aperçu de votre thèse extrêmement riche. J'ai le plaisir de rappeler qu'elle a pour titre « La déposition du prince dans le droit public de l'Occident médiéval », mais le regret d'ajouter qu'elle n'a pas encore été publiée ou mise en ligne, et donc nos auditrices ou auditeurs devront patienter pour la lire. Merci encore. Merci. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damet et Christopher Thébault pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux, en attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.